Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va en Suisse où s'est tenue la conférence des donateurs sur l'Ukraine. C'est une conférence en fait qui avait été programmée en réalité bien avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il faut savoir que depuis 2017, si tu veux, l'Ukraine tapait déjà à la porte de l'Union européenne, et donc pour cela, régulièrement une fois par an, l'Ukraine et les Européens se retrouvaient pour discuter des moyens, des réformes qui allaient permettre à l'Ukraine justement de lutter contre la corruption qui est endémique dans ce pays et qui allait lui permettre in fine, une fois ces réformes-là économiques et sociales engagées, permettre à l'Ukraine d'atteindre les standards européens qui devaient ensuite lui permettre d'entrer dans l'Union européenne. Même si sa candidature a été acceptée par le biais d'une procédure, si tu veux, express, mais ça ne veut pas dire que l'Ukraine est déjà dans l'Union européenne et ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus, étant donné la situation actuelle. Et donc, il faut savoir que régulièrement, comme je disais, l'Ukraine et les Européens se retrouvaient. Déjà, en 2017, ils étaient retrouvés à Londres. En 2018, c'était à Copenhague. En 2019, c'était à Toronto. Et puis, en 2021, c'était à Vilnius. Et donc, aujourd'hui, il était donc prévu qu'ils devaient se rencontrer à Lugano. C'est une petite ville située près du bord du lac Léman en Suisse. Et donc, en raison de l'actualité liée à la guerre en Ukraine, donc, si tu veux, le contenu même, l'ordre du jour a été légèrement modifié, pas légèrement quand même, a été considérablement modifié, puisque là, il ne s'était plus agi non seulement de parler des réformes structurelles qui sont envisageables et la lutte contre la corruption qui sont envisageables pour aider l'Ukraine, parce qu'il faut savoir que lors du dernier classement de Transparency International, l'Ukraine est classée à la 142e place. Parmi les pays les plus corrompus sur 180. Donc ça veut dire que quand même la corruption est assez endémique là-bas. Elle est très très loin derrière le dernier pays de l'Union européenne, par exemple la Bulgarie. Dans le même classement, elle a 78e place. Donc tu vois qu'il y a un écart entre la Bulgarie et l'Ukraine. Et la Bulgarie qui est considérée dans l'espace de l'Union européenne comme le pays ayant le plus haut niveau de corruption. Donc il s'agit déjà de ramener l'Ukraine dans des standards qui soient acceptables du point de vue de l'Union européenne. Et puis, il faut aussi bien comprendre que toutes ces réformes-là doivent tenir compte des réalités actuelles, à savoir que l'Ukraine est en guerre. Maintenant, il faut savoir que l'Ukraine a été conduite par une importante délégation. Il faut savoir que le président Volodymyr Zelensky, lui, ne pouvait pas se déplacer. Et donc, il a convié son premier ministre, Denis Shmyhal, qu'il a représenté, accompagné du président du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk, et qui était accompagné environ d'une délégation d'une centaine de personnes. Et puis, du côté de l'Union européenne, on avait bien entendu la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui était accompagnée du Premier ministre tchèque, Petr Fiala, qui représente la République tchèque dont le pays vient de prendre la présidence de l'Union européenne pour les 6 mois. Et puis, il y avait aussi le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui lui était présent parce que la Pologne est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens. Donc, la Pologne veut suivre de très près un peu les modalités éventuelles de reconstruction. Donc, comme je l'ai dit, l'ordre du jour qui, au préalable, concernait, si tu veux, le plan de réforme que l'Ukraine devait mettre en place pour parvenir à atteindre les standards européens, va être devenu en 2 temps. Il va y avoir une aide. On va discuter des modalités d'un plan d'aide accordé à l'Union européenne, mais ce plan d'aide-là devra être assorti préalablement du respect des réformes, tu vois, en matière de corruption et autres. Mais donc, l'Ukraine est en guerre, ils ne vont pas entamer des réformes contre la corruption. Voilà, c'est ça un peu. Non, l'Ukraine n'est pas en guerre, l'Ukraine est bombardée. Voilà, c'est un peu. En fait, c'est là où le bas blesse en réalité. Parce que d'un point de vue purement logique, on aurait dû reporter cette conférence de Lugano. Mais non, les Européens veulent montrer qu'ils demeurent des alliés proches de l'Ukraine. Et donc, pour cela,
ils ont donc estimé qu'ils ne devaient pas décaler ou annuler cette conférence-là. Ils devaient l'organiser dans la droite ligne de mire des autres conférences qui avaient été organisées depuis 2017. Et donc pour cela, ils ont donc décidé de maintenir l'Ukraine. Maintenant, il parle de reconstruction de l'Ukraine. Pour le moment, l'Ukraine est toujours en guerre. Maintenant, on ne sait pas à quel moment la guerre va s'arrêter. Et même si la guerre s'arrête, quelle sera la taille de l'Ukraine à ce moment-là? Parce qu'il faut savoir qu'avec la victoire, enfin, si tu veux, la victoire, je peux dire, des Russes sur les troupes ukrainiennes dans la ville de Lysychansk, la Russie a déjà pris la totalité de Louhansk. Donc, parmi les deux provinces du Donbass, le Lugansk c'est déjà totalement sous contrôle russe. Et donc, maintenant, Vladimir Poutine il a donné l'ordre à ses troupes de continuer justement leur avancée, notamment vers les villes de Kramatorsk. Et donc là maintenant, il s'agit du Donetsk. Et donc l'objectif, parce que les Russes, pour le moment, contrôlent à peu près 60% du Donetsk. Et donc la volonté de Vladimir Poutine, c'est de continuer d'avancer avec in fine l'objectif de récupérer la totalité du Donetsk. Donc ça veut dire, après Lysychansk, on a Kramatorsk et puis on va tout droit, on va jusqu'à Odessa, avec justement le risque de peser un peu plus sur la crise alimentaire, puisqu'il faut savoir que Odessa était le principal et le dernier voie de passage des céréales, des denrées alimentaires ukrainiennes vers la mer Noire. Donc tout ça fait que on est un peu étonné, hein. Moi je suis un peu dubitatif sur l'opportunité d'organiser une conférence sur la reconstruction. Et surtout qu'ils ont même déjà fait un certain nombre de calculs, notamment la Kiev School of Economics, qui a évalué justement les dégâts causés par cette guerre-là sur les bâtiments et autres infrastructures ukrainiennes à près de 104 milliards de dollars américains. Le Premier ministre ukrainien, lui, il estime qu'il faudrait environ 750 milliards de dollars. Ça fait à peu près 700 millions d'euros, le coût total de la reconstruction. Bien entendu, ils ne disent pas sur quels critères ils ont établi ces calculs-là. Et ils disent qu'ils ont besoin de cette manne-là pour pouvoir reconstruire le pays. Alors, donc face à cela, les Américains ont déjà annoncé avoir débloqué une enveloppe de 40 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine dans le cadre de cette reconstruction. La Banque européenne d'investissement, elle rappelle avoir débloqué 4,7 milliards d'euros depuis le début du conflit pour soutenir les besoins de l'Ukraine en matière de liquidité. Et d'autres sources même, notamment l'AFP, annoncent la création d'un nouveau fonds d'un montant de 100 milliards de dollars, notamment par l'Agence française de développement, pour soutenir justement l'Ukraine. Alors, lorsque l'on regarde tout ça, on se dit que c'est beaucoup d'argent. C'est quand même assez incroyable cette espèce d'élan de générosité là qui semble sans limite de la part des Européens, en fait, de la part des Occidentaux pour l'Ukraine. Il faut pas oublier qu'en 1997, lorsqu'il y avait la guerre dans l'ex-Yougoslavie, alors que les Américains, ou l'OTAN, pas les Américains, l'OTAN avait bombardé la Yougoslavie, détruit ce pays-là quasiment pour imposer une paix des braves qui était une paix injuste, puisque c'est toujours une poudrière, cette zone-là. Ils n'avaient pas promis autant d'argent pour reconstruire le pays qu'eux-mêmes ils avaient détruit. Alors que là, ce n'est pas un pays qu'ils ont détruit, c'est un pays que la Russie a détruit. Et on voit déjà des dizaines de milliards de dollars de promesses pour reconstruire ce pays-là. C'est quand même, tu vois, cette espèce de géométrie variable là, de la part des Européens qui est quand même assez étonnante. Et donc, il faut aussi se demander, comme ils disent, mais attention, là, il s'agit de promesses de donation. Hein, ce ne sont pas encore des donations. Ce n'est pas de l'argent qui est débloqué et qui va être remis à l'Ukraine. Et ce n'est même pas de l'argent qu'on est susceptible de remettre à l'Ukraine en l'état. Parce qu'il faut que, comme ils ont dit, il faut un préalable. Le préalable, c'est que l'Ukraine réforme le pays. Et en échange de cette réforme, il y aura ce déblocage de ressources-là. Donc, ça veut donc dire qu'à chaque fois, il va falloir que l'Ukraine négocie pour pouvoir avoir des fonds, pour pouvoir reconstruire. Et encore reconstruire dans quelles conditions? Reconstruire quelle partie du territoire? Parce que si toute la région du Donbass
devient russe, devient sous contrôle russe, l'Ukraine va être amputée d'au minimum 20% de son territoire. Donc ça veut dire que ça devient encore tout petit. Et puis, même si dans certaines zones, notamment à l'ouest, on observe depuis 2 semaines une diminution des bombardements parce qu'à un moment, pour le moment, les Russes ont recentré leur action, leur offensive militaire sur le Donbass. Mais il ne faut pas l'oublier, lors de la visite des chefs d'État français, italiens, allemands et roumains à Kiev, ils avaient bombardé aux alentours de Kiev. Donc, pour le moment, la stratégie russe est celle d'une conquête du Donbass, mais tout en continuant de mettre la pression sur le reste de l'Ukraine. Et donc, dans ces conditions-là, à partir de quel instant est-ce que les Ukrainiens vont juger que là, la guerre est terminée, il faut reconstruire, parce qu'on ne peut pas reconstruire un pays qui est en pleine guerre, ça n'a pas de sens. Donc, à partir de quel moment on va pouvoir reconstruire? Et donc là, c'est un 3e niveau d'incertitude, parce que le premier niveau d'incertitude, c'est qu'il faut des réformes, il faut lutter contre la corruption. Le 2e niveau d'incertitude, c'est les montants. Ce ne sont pas des montants, c'est des promesses de dons, et on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et en l'occurrence, les Occidentaux sont les champions mondiaux en matière de promesses non tenues. Donc ça, c'est un autre niveau d'incertitude. Le 3e niveau d'incertitude, c'est lié au calendrier de la guerre. Quand la guerre va-t-elle s'arrêter? Ça, on n'en sait rien. Donc, il est très difficile donc de comprendre le bien fondé de l'organisation d'une telle conférence. Je pense qu'il s'est plutôt agi, une fois de plus, d'une campagne de communication adressée par l'Union européenne à l'Ukraine pour lui réitérer son soutien futur. C'est-à-dire que dès lors que la guerre va s'arrêter, l'Union européenne va aider l'Ukraine à se reconstruire. Maintenant, le problème, c'est que l'Ukraine sera dans quel état? Et est-ce que cette reconstruction va se faire sans l'aval de la Russie? Parce que vous pouvez reconstruire l'Ukraine et puis la Russie revient et bombarde et détruit tout. Donc cela n'aurait aucun sens là aussi derrière. Donc pour l'instant, il faut bien comprendre que c'est plus une conférence de communication de la part de l'Union européenne pour montrer qu'elle reste proche de l'Ukraine et qu'elle reste déterminée à l'aider là pendant le conflit, parce qu'elle continue à envoyer des armes, même si on ne voit pas trop les effets de ces armes-là sur le conflit. Ces armes-là ne changent véritablement pas l'issue jusqu'à présent, malgré les annonces massives, les envois massifs d'armes annoncés par les Européens. On ne voit toujours pas de retournement militaire sur le théâtre des opérations. Et donc, tout ça, ça participe, cette conférence de Lugano, à continuer à essayer d'inonder les médias pour dire que l'Union européenne est là à côté de l'Ukraine et qu'elle continue de l'aider dans ce conflit et que dans un avenir indéterminé, elle sera toujours là à ses côtés pour éventuellement mettre en place sa politique de reconstruction. Donc il faut bien comprendre, même si le président de la Convention européenne, Charles Michel, a parlé d'un nouveau plan Marshall pour l'Ukraine, si tu veux, en référence au plan Marshall américain de 1947 qui avait permis la reconstruction de l'Europe. Mais là, on en est bien loin parce qu'en 1947, la guerre était terminée. Or là, c'est loin d'être le cas. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le pied de la capitale, sur la radio, le pied de la capitale. Urban FM 104.5.